Quand je questionne le processus de pensée, je ne te rappelle pas ta personne. Donc la personne va présenter sa façon de faire et c'est cette façon de faire qui nous intéresse. Alors c'est une illusion de croire que l'on peut fonctionner sans émotion. Parce que déjà les émotions sont autre chose que les affects, donc, comme la colère, la peur, la joie qui circulent. Les émotions, c'est justement ces erreurs de prédiction, c'est en fait ce qui évalue le monde pour permettre de diriger nos décisions, nos comportements. Donc les émotions non seulement nous accompagnent, elles font partie intégrante du fonctionnement d'un groupe au travail. Plus on tend ou plus on imagine des groupes homogènes, et plus on s'éloigne de l'innovation. Plus on est pareil, alors mieux ça se passe, on est confortable, mais il ne se passe pas quelque chose d'intéressant. L'innovation nécessite qu'il y ait des idées qui se heurtent, qu'il y ait quelque chose qui est ambigu. Ces petits malaises qui permettent une meilleure qualité de pensée de groupe. Et plus on se ressemble, plus on se rapproche d'un modèle unique de pensée qui ne correspond jamais à la complexité du monde. La réponse au stress qui détourne en quelque sorte nos ressources attentionnelles vers la volonté de réduire la source du stress. Si maintenant en discutant, je sens que tu n'es pas d'accord, ou je sens dans ton langage corporel que tu trouves que ce que je raconte est ridicule, il y a une petite réponse au stress qui va s'activer en moi et qui va vouloir réguler ce problème, qui va vouloir dire pourquoi elle ne m'écoute plus, pourquoi elle ne me respecte plus en quelque sorte, ou qu'elle ne respecte plus mes idées. Donc je vais avoir cette réponse au stress qui va récupérer une partie de mes ressources attentionnelles. Et donc je vais perdre en qualité. Ce que je suis en train de dire va être moins précis. Imaginons que nous travaillons dans des environnements dans lesquels nous devons gaspiller une partie de notre énergie pour devoir prouver que nous sommes là. Et donc on va se retrouver dans moins de disponibilité mentale parce qu'il y a une partie qui cherche à se prouver. Ça veut dire que quand je suis préoccupée par moi-même, je vais avoir des centres qui sont activés dans le cerveau qui vont mouliner pour voir qu'est-ce que je fais pour récupérer mon image sociale. Et donc du coup, je vais prendre dans le pool d'énergie pour pouvoir résoudre cette question-là. Et donc j'aurai moins d'énergie, j'aurai donc moins de disponibilité mentale pour traiter la question qu'il faut résoudre dans le travail. Ma place sociale est primordiale pour mon cerveau. Comment je suis validée socialement est une question qui est vitale, presque vitale pour le cerveau. Et le cerveau est câblé pour qu'on soit validé par les autres. Et ça nous accompagne, hein, là, les enfants, les adolescents, c'est très très présent chez eux aussi, cette dépense énergétique pour se placer dans la hiérarchie du groupe. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a de l'intérêt? Peut-être non, peut-être plus. Mais quand on est préoccupé par cette question-là, on a moins de ressources pour faire ce qu'on ferait si on était dans un environnement sécurisé dans lequel on sait qu'on est aimé tout simplement. En tout cas qu'on n'est pas jugé sur ce qu'on va dire. C'est qu'en s'oubliant, quand on n'est plus dans ces questions de comment je suis vue, qu'on rentre dans un flow collectif et donc qu'on est vraiment sur le processus du travail. Une façon de valoriser le groupe, c'est de féliciter les initiatives, de les féliciter la prise de parole qui va à l'encontre du groupe, féliciter le critique intérieur du groupe, les personnes qui osent défier la pensée du groupe. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait féliciter plutôt que de se conforter dans l'homogénéité. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui avance une idée nouvelle, dire intéressant. Peut-être que ce ne serait pas le moment de le traiter maintenant, mais c'est intéressant, on le garde de côté. Donc là, on permet d'instaurer une culture dans laquelle la prise de parole, elle est bienvenue.
Tu es profondément étudié dans le domaine de l'éducation. Est-ce qu'il faut dire bravo à la personne? Et en fait, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que dire bravo, c'est aussi néfaste pour le cerveau que de dire tu es nul. Pourquoi? Parce que ça fixe la pensée dans une forme de compétence. C'est-à-dire, je suis en train de te dire bravo, donc tu te dis ok, c'est bon, c'est fait. Je suis bien dans ça, je suis bonne dans ce domaine ou pas. Alors qu'en fait, si je dis j'aime bien ta façon de penser, est-ce que tu peux en parler plus? Quand je questionne le processus de pensée, je ne te rappelle pas ta personne. Donc la personne va présenter sa façon de faire et c'est cette façon de faire qui nous intéresse, pas elle, pas la personne. Est-ce que ça sert à quelque chose de féliciter des individus? Est-ce que réellement, il y a des individus qui font des choses merveilleuses tout seuls? Non. Moi, en tant que scientifique, je sais très bien que le processus scientifique, de découverte scientifique, pas seulement qu'il est collectif, mais il s'assoit sur les travaux de tous ceux qui nous précédaient sur ce sujet-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas, valoriser le travail de quelqu'un, encore une fois, le travail et pas la personne, en lui disant de l'apprendre aux autres? Après, est-ce que ça fonctionnera aujourd'hui? Peut-être pas, parce qu'on n'est pas encore dans cette culture. Si on est dans une culture dans laquelle on valorise les personnes, alors je vais me dire pourquoi on ne valorise pas en tant que personne. Il y a une injustice. Ça serait équitable. Donc c'est pour ça qu'il faut mener un changement profond, qui va prendre du temps, qui va peut-être surprendre.